Wesh YouTube, comment ça va? Je reviens aujourd'hui pour faire un point sur mes dernières lectures. J'ai pas énormément de temps pour filmer, alors on va essayer de faire les choses vite, mais bien. C'est pour ça qu'on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, je vais te parler du premier tome de La Marche Brume qui s'appelle Le Souffle des Choses, de Sous la Porte qui chuchote, de Cathy de Pallas et du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Et du coup, bah t'as compris, on commence. Le premier titre dont je te parle, c'est le premier tome de La Marche Brume qui s'appelle donc Le Souffle des Choses de Stéphane Fert, qui est édité chez Drago et qui m'intriguait beaucoup. J'ai fini par craquer et je l'ai dévoré. L'avantage avec les graphiques, c'est que ça se lit quand même très vite. Et je ressors de cette proposition, pour être honnête, un petit peu mitigée, puisque je lui ai mis un 3,5 sur 5. Je vais essayer maintenant de te donner mes notes. Alors tu vas voir, mes notations, c'est un peu un bordel, mais je me dis que ça peut être cool. Bref. On est ici dans un monde médiéval fantastique, où on rencontre une communauté de femmes, une communauté de sorcières, à vrai dire, qui vivent... pas recluses parce qu'elles ne sont pas enfermées, mais du moins qui vivent exclusivement entre elles. Dans cet univers, il y a une brume qui est apparue un jour et qui a quasi tout emporté sur son passage, puisque cette brume a tout dévoré et que personne n'en est ressorti vivant. Personne, sauf Tempérance, notre héroïne. Cette petite ogresse, qui du coup survit à cette brume, se voit recueillie par cette communauté de femmes, par une des sorcières principalement, qui va l'élever. Et 18 ans plus tard, alors que Tempérance n'est plus un bébé, tu le vois, et accompagnée justement de ce groupe de femmes, elles vont tenter de comprendre ce qui arrive et surtout de trouver un moyen de lutter contre cette brume. Bon, tu m'en veux pas, je pose, hein, comme d'hab, c'est lourd. Alors, franchement, c'était sympa. Stéphane Fert, j'avais lu de lui Morgane, qui m'avait laissé aussi un petit peu mitigée, parce que je trouve qu'il a une manière très crue et un peu abrupte d'aborder les choses. Et je crois qu'en fin de compte, moi j'ai besoin d'un peu plus de finesse et d'un peu plus de temps peut-être pour apprivoiser l'univers, les personnages et les enjeux. Par contre, j'avais à l'époque déjà été absolument séduite par ces graphismes. Et là c'est le cas, on est sur des palettes de couleurs qui sont très sombres, avec des couleurs qui sont quand même à prédominance assez froide, et je trouve que ça fonctionne tout le temps, c'est vraiment canon. Visuellement, moi personnellement, ça me plaît énormément. Comme dans Morgane, je compare alors que clairement ça n'a pas de rapport, mais forcément, moi je vois les similitudes. Je trouve que ces personnages sont toujours une très grande force de son récit parce qu'ils ont beaucoup de caractère. C'est des personnages qui ont souvent des personnalités fortes, affirmées, et qu'on reconnaît assez aisément entre eux. Je trouve que ces personnages sont vraiment puissants. En plus de ça, comme dans Morgane, ce sont, je trouve, des textes qui offrent beaucoup de grilles de lecture. On sent qu'il y a pas mal de sous-entendus quand même derrière le texte. Évidemment, il y est question de féminisme, de sororité, avec tout ce que ça implique à travers l'image de la sorcière, bien évidemment. On a, je trouve, aussi une très grande portée écologique. Et je trouve qu'il propose des textes qui sont vraiment vachement engagés, en fait. Et ça m'avait fait ça aussi dans Morgane, qui m'avait beaucoup dérouté, mais dont je trouvais le propos vraiment percutant. Là, il y a de ça aussi. Je trouve qu'il y a pas mal d'idées qui sont percutantes. Maintenant, mon problème à moi, et ça avait été le cas dans ma première rencontre avec lui, c'est qu'en fait, ça va trop vite. Il y a beaucoup de choses qui sont soulevées, il y a beaucoup de choses qui pourraient être amenées, et j'ai l'impression qu'on passe, les événements s'enchaînent à une vitesse. Alors oui, c'est un graphique, bien évidemment, c'est plus rapide qu'un roman, on va pas se mentir, mais ça l'est un peu trop pour moi, et ce qui fait qu'en fait, malgré tous les gros points positifs que je vois et que très clairement je note, moi je reste toujours un petit peu extérieure à ce qui se passe, parce que justement je trouve que ça va trop vite, quoi. Malgré ça, je pense quand même que je lirai la deuxième et dernière partie, il me semble, normalement, quand elle sortira, pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais voilà, lecture un petit peu mitigée. Le deuxième texte qu'on aborde aujourd'hui, c'est Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, que j'ai ici édité chez Pal. TJ Klune, je l'ai rencontré avec La Maison au milieu de la mer céruléenne, qui a été un très gros coup de cœur pour moi, qui m'a ramené dans mes lectures d'enfance d'une manière très bienveillante, accompagnante. Et ce texte m'avait fait beaucoup de bien, ce texte m'avait fait chialax. Et je garde pour lui vraiment une profonde tendresse. J'avais très hâte de voir ce que faisaient d'autres. TJ Klune, n'importe quoi. J'ai également le premier tome du Clan Bennett en virtuel, il me semble, dans mon iPad. Bref. Et du coup, j'ai découvert Sous la porte qui chuchote, qui est enfin sorti
en poche. Ah oui, et ce texte est traduit, pardon, my bad, par Benoît Domis. Si je ne dis pas de bêtises, on va quand même vérifier. Oui, Benoît Domis. Ce livre, je lui ai mis un 3,8 sur 5, du coup, ce qui est quand même relativement une bonne note. Honnêtement, j'ai un peu forcé, j'aurais pu mettre un 4, donc dis-toi que c'est peut-être un 4. Je pense qu'en fait, j'ai tellement aimé La Maison au milieu de la mer Céruléenne que je m'attendais à rencontrer un peu la même chose ici. Et alors, bien que l'histoire soit cool, que le propos le soit aussi. Peut-être la répétition des schémas m'a un petit peu plus, j'ai pas envie de dire ennuyée parce que le mot est bien trop fort, mais j'ai moins été séduite tout simplement. Dans ce texte, on rencontre Wallace Price, qui est un chef d'entreprise, carriériste, autocentré, autoritaire et dénué de toute empathie. Ce jeune homme, on ne l'apprécie guère et donc je t'avoue qu'on n'est pas vraiment peiné quand une nouvelle scène s'ouvre en plein milieu de son enterrement. Et oui, Wallace est décédé. Lui aussi voit cette scène s'ouvrir devant les yeux, il ne comprend pas de prime abord ce qu'il se passe. Très vite, il voit bien qu'il est à son propre enterrement, et ce d'autant plus parce qu'une jeune femme vient lui parler. Cette jeune femme, c'est une faucheuse et elle vient le chercher. Wallace est emmené dans un salon de thé un petit peu particulier, dans un petit village, dans lequel les nouveaux morts, est-ce qu'on peut dire ça, les fraîchement décédés, sont accueillis pour être accompagnés dans cette transition particulière avant de rejoindre l'au-delà. Dans ce salon de thé, il y a donc notre jeune faucheuse, le propriétaire du salon de thé et son grand-père qui, lui aussi, est décédé. Et tu te doutes que ce ne sera pas une mince affaire, mais ils vont faire leur possible pour mettre Wallace en confiance et tenter de lui faire comprendre les erreurs commises au long de sa vie, les lui faire accepter. Il y a beaucoup de questions dans ce livre, évidemment, de résilience, de compréhension de l'autre, de soi, et d'entraide et d'amour comme toujours, mais je pense que là, c'est vraiment l'un des points centraux du travail de TJ Klune. La force, je trouve, de cet auteur, c'est qu'il nous plonge très rapidement dans ses histoires. On est, dès les premières pages, balancé dans des scènes comme ça, où en fait, on est très vite pris dans le flot de ce qui est en train de se passer, et donc, on se prend très vite dans les histoires, et ça, je trouve que c'est vraiment très appréciable. Comme d'habitude, c'est mignon, c'est doux, ça fait du bien. Je te dis, j'ai été moins sensible à cette proposition-là qu'à la précédente, pour autant, on ne peut pas enlever à ce texte qu'il est extrêmement doudou. Les personnages de TJ Klune sont vraiment chouettes. Ils sont un petit peu caricaturaux, pour être honnête, et je dis absolument pas ça négativement, parce que je trouve justement que ça fonctionne très bien et que c'est ce qui leur donne leur charme, et ça les rend vraiment attachants. C'est franchement une très jolie lecture qui partage de très jolies valeurs. Comme je te dis, j'ai été moins touchée par celle-ci parce que je pense que j'y ai vu un petit peu le même schéma. Alors bien que les thèmes abordés ne soient pas totalement les mêmes, le fond reste le même, le style de personnage reste à peu près le même, les liens qui se créent sont là aussi. Enfin voilà, les schémas sont relativement répétitifs. J'ai mis du temps à apprécier Wallace parce que honnêtement, je pense que je suis un peu bornée. Et le personnage qu'on nous dépeint au début, clairement, j'en avais rien à faire qu'il soit mort et j'en avais rien à faire qu'il soit pas content d'être mort. Je suis pour la remise en question, le fait de se rendre compte des comportements néfastes qu'on peut avoir vis-à-vis d'autrui, quoi. Mais là, franchement, le mec au début est détestable et donc son petit « ouin, je suis mort, je suis pas content », vraiment le cadet de mes soucis, tant pis pour toi, quoi. TJ Klune sait le faire, il sait la mener, on finit par l'apprécier. Je pense que j'ai été un poil déçue aussi par la fin, ça aurait pu, à mon sens, être plus percutant. On est allé vers une fin, je sais pas comment dire, une fin qui fait plaisir au lecteur et moi c'est pas forcément ce que j'attends d'un texte, j'attends pas que le texte aille dans mon sens. Et là j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu, on veut faire plaisir au lecteur et pour moi ça aurait été plus, percutant d'une autre façon, mais bon ça c'est vraiment propre à moi. Et tu l'as compris, ça reste tout de même une très jolie lecture. Ensuite je te parle évidemment de Cathy de Michael McDowell, tu commences à comprendre. J'allais dire que je suis sensible à ce que nous propose McDowell, mais honnêtement, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à l'être. J'ai donc lu Cathy, qui est édité toujours chez Monsieur Toussaint Louverture et qui est traduit par Jean Slamovitch. Écoute, que te dire, à part que je suis vraiment de plus en plus fan, tout simplement, du travail de Michael McDowell. J'ai très très hâte de voir ce que nous réservent les éditions de Monsieur Toussaint Louverture pour la suite des parutions, parce que pour l'instant, pour moi, c'est quasi un sans faute. Je maintiens que du coup, Blackwater arrive pour moi en 3e position, pour l'instant, et je vais de surprise en surprise. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, en fait?
Cathy, je lui ai mis un 4,6 sur 5. Je t'ai dit, on est sur des notations précises. Et dans ce texte, on rencontre la jeune Philomena Drax qui vit toute seule avec sa mère dans un petit village. Clairement, c'est pas la folie, elle mène une vie très modeste, c'est même carrément la Hesse. Un jour, Philo reçoit une lettre de son grand-père qu'elle ne connaît pas, le père de sa mère, qui lui écrit pour lui dire qu'il est très inquiet. Cette lettre, c'est un appel à l'aide, parce qu'il est quasiment séquestré par la nouvelle famille de sa belle-fille, le nouvel époux et la fille de sa belle-fille, qui en ont clairement après son domaine, bon, c'est une ferme quoi, mais après sa propriété et après l'argent qu'il a de côté. Ils lui font vivre un enfer et il commence vraiment à craindre pour sa vie. Philo n'hésite pas, elle y va et c'est là qu'elle fait la rencontre de Cathy, qui est donc la fille du couple, bon, je pense que tu as compris, qui est une gamine assez terrifiante, qui a des dons de voyance mais relativement morbides, qui a une facilité, disons, déconcertante pour le meurtre. Et à partir de là, ça part en vrille, globalement. Ces deux jeunes filles que tout oppose, vraiment, ce sont les opposés en termes de caractère, de tout. En fait, ce sont les opposés et elles vont se suivre, l'une et l'autre, se traquer. Et c'est juste assez génial en fait comme texte. C'est du McDowell, ça marche sur moi, il m'embarque dès qu'il le veut, où il le veut, quand il le veut. Et moi je pars avec, enfin vraiment, ça fonctionne sur moi du tonnerre. Je trouve ces descriptions à chaque fois, je te le dis, et je vais continuer à te le dire, ces descriptions sont d'une efficacité. C'est tellement visuel. Je te disais, il m'embarque à chaque fois, même dans cette proposition-là qui est plus horrifique. Vraiment, on a du sang, on a du meurtre, on a du gore. On est un peu dans la facilité des gentils contre les méchants, mais ça marche, on s'en fout. On n'a pas besoin ici de personnages gris pour venir créer des nuances. C'est pas le propos. On n'est pas dans une recherche de la personnalité. On s'en fout. Il y a les gentils, il y a les méchants. On a envie que les gentils s'en sortent. Les méchants font tout pour qu'ils ne s'en sortent pas. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Vraiment, ça se dévore et c'est hyper cinématographique, quoi. On voit un truc comme ça adapté facilement. Et je te dis, les descriptions de Michael McDowell, ils sont pour beaucoup. C'est giga visuel. Je me répète. Tu commences à le comprendre, moi je suis tout à fait convaincue par les titres de Michael McDowell jusqu'à présent. Je n'en ai lu que 3. Il est vrai, le prochain sort là encore en 2024 et on est gâtés et j'adore. Merci Monsieur Toussaint Louverture quoi. J'ai donc écouté le premier tome de Pallas qui s'appelle Dans le ventre de Troie, qui est écrit par Marine Carteron et à qui j'ai mis un 4,7 sur 5. Quelle claque là aussi. Vraiment, parfois, c'est pas plus mal de pas trop sortir de ses zones de confort parce qu'on enchaîne les très bonnes lectures. Hein, c'est très agréable. Et vraiment, Pallas, très 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 bonne découverte. Bref, je vais t'expliquer un peu de quoi ça parle. Je me suis dit que j'allais te lire le résumé parce qu'il est déjà extrêmement parlant, je trouve, quant au style de Marine Carteron. Chante, Pallas. Comment Zeus t'arracha au bras de ta sœur pour te jeter sur la terre inféconde. Comment il éleva de hautes murailles pour te séparer d'Athéna et la colère qui saisit la déesse. Chante, Pallas. Le nom des mortels et des immortels qui furent sacrifiés pour te libérer du ventre de Troie. Chante, fille de Triton, la vengeance d'Athéna. On est donc ici 56 ans précisément avant la chute de Troie et c'est le parti que prend Marine Carteron justement de nous expliquer la véritable histoire de la chute de Troie. Il me semble que ça c'est une trilogie, alors je sais pas si le 3e tome est encore sorti, mais du coup je pense que on part loin avant et on va remonter jusqu'à certainement la chute de Troie. Je pense qu'on va la voir, je sais pas, je m'avance, en fait j'en ai aucune idée. Dans tous les cas je lirai la suite parce que c'est génial. Et très rapidement on fait la rencontre d'Hésione qui est justement une princesse de Troie. Et on va suivre le récit principalement à travers ses yeux. Pas que, parce que justement, c'est ce que j'ai trouvé ici très intéressant. J'aime les changements de point de vue, j'aime les changements de perspective. Je trouve qu'ils offrent toujours beaucoup de profondeur et de résonance à ce type de récit, de par justement la diversité des points de vue, je me répète. Aussi les changements de rythme dans la narration, quelque chose qui m'a beaucoup plu ici, c'est que le texte est entrecoupé de chants, tout comme les textes d'Homère. Je trouve que c'est une excellente idée. Et vraiment, ouais, le découpage du texte, c'est pour moi une de ses très grandes forces. Les personnages aussi, qu'est-ce qu'ils sont bien faits. Ils ont beaucoup de densité, en fait. Parce que eux, pour le coup, sont tout en nuances. Ils prennent pas toujours les bonnes décisions. Du moins ce qu'on aurait tendance à voir comme les bonnes décisions, et c'est logique parce qu'on ne
réagit pas toujours avec son cerveau et parce que le cœur crie parfois bien plus fort que la raison et je trouve ça très juste en fait. J'aime bien le fait que les personnages ne soient pas trop justement caricaturaux. Je te disais, on a différents points de vue, on a des points de vue de mortels, de semi-dieux et de dieux, ce qui permet d'avoir une vue vraiment très panoramique en fait sur les différentes situations avec des vraies différences d'échelle et donc des vraies différences d'enjeux dans les regards portés aux situations et ça, je trouve ça vraiment très efficace aussi. Et ça permet de vraiment mesurer l'impact et le poids des décisions qui sont prises. Vraiment, le style et la mise en place de la narration sont pour moi des énormes points forts ici. Elle met vachement l'accent, elle appuie beaucoup sur les violences commises par les dieux qui clairement jouent avec leur pantin, comme bon leur semble, pour leurs intérêts personnels, parfois juste pour leur simple divertissement. Et cette violence-là, elle est vraiment retranscrite. Elle n'est pas exacerbée, mais elle est là et c'est important qu'elle le soit. Forcément, on aime les réécritures mythologiques, forcément, on aime quand on donne la parole aux femmes et qu'on remet justement l'accent sur celles-ci et sur le rôle qu'elles ont joué dans ces histoires. Donc voilà, forcément ça on y est sensible quoi. Sombre, c'est passionnant, c'est palpitant, c'est entraînant, c'est très beau, vraiment, j'ai trouvé que c'était plein de lyrisme et de poésie. Je suis assez impressionnée par ce texte, je me suis lancée dedans sans trop savoir en l'écoutant en livre audio, en me disant bon bah voilà, ce sera une très bonne lecture audio quoi qu'il arrive. Racontez-moi des histoires sur la mythologie, ça me plaît et c'est une petite claque vraiment de cette année. Je maintiens, mais j'adore la complexité des personnages à travers les enjeux qui se jouent. J'adore la justesse de ce roman. Je trouve que l'équilibre est assez parfait et vraiment, je suis très très impressionnée. Tu l'as compris, ce premier tome de Palace, c'est pour moi une excellente découverte que je te recommande très très chaudement. J'ai encore une fois noté 2-3 citations, je me dis que ça peut être intéressant quand j'estime que le style a vraiment quelque chose de te lire des extraits. Moi je trouve ça assez parlant, donc je vais te lire 2 petits extraits. Les regards sont concentrés sur les chars, les chevaux et les princes qui les conduisent. Un spectacle qui sera chanté par les poètes et peint sur les larges cratères aux belles anses. Pourtant, le spectacle le plus intéressant, celui pour lequel aucun peintre ne prendra son pinceau, se déroule ailleurs, sur le visage des femmes qui entourent Hésione, celles assises au premier rang. 3 visages et autant de récits, ceux des combats des femmes, ceux dont on ne parle pas. Ou encore cette toute petite phrase, mais qui, je trouve, donne vraiment le ton de ce récit. Les armes ont des oreilles, et bien mieux que les hommes, elles connaissent le chant de la guerre. Et efficace, 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 efficace. Merci, Madame Carter. Pour finir, j'ai écouté également en livre audio. Est-ce que je t'ai dit ma note? Ouais, je t'ai dit ma note. Pour finir, donc, je disais, j'ai écouté également en livre audio pour pallier à mes insomnies. Parce qu'il faut un livre audio concentré et un livre audio de j'arrive pas à dormir. Il faut qu'on me raconte une histoire. Et là, c'était exactement ce à quoi ça a servi et je me suis fait prendre dans l'histoire et j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, à qui j'ai attribué la note de 3 sur 5. On y fait bien entendu la rencontre de Phineas Fogg, notre dandy anglais, qui va faire un pari avec les membres de son club. Il estime qu'il est capable de faire le tour de la Terre en 80 jours et pas une minute de plus. Bien évidemment, personne ne le croit, tout le monde saute sur ce pari. Et c'est alors que quasi immédiatement, il part accompagné de son nouveau domestique fraîchement engagé, Passepartout, qui est un Français. Mais son voyage et la rapidité de son départ commencent à faire parler et commencent à soulever des questions. Et c'est alors qu'on l'accuse, qu'on le soupçonne d'avoir volé la Banque d'Angleterre, tout simplement. Et en parallèle de leur histoire, se lance à leur trousse l'inspecteur Fig. Est-ce que c'est son Fix, pardon, l'inspecteur Fix qui va alors les traquer. On va pas se mentir, c'est un excellent roman d'aventure. Voilà, on s'ennuie pas. Il y a des rebondissements, des péripéties, desquels ils se sortent vraiment de manière assez miraculeuse à chaque fois. C'en est franchement un peu trop. Pour moi, tous les trucs d'aventure, c'est toujours ça. De toute façon, on ne sait pas comment ils se sortent des situations. Ils s'en sortent et on est content qu'ils s'en sortent. Il y a à chaque étape de nouveaux paysages, de nouvelles rencontres, de nouvelles péripéties qui rendent le roman déjà... on peut pas s'ennuyer en fait. On voit des choses, on rencontre des gens et du coup c'est très entraînant et on est tout le temps embarqué et sur ce point, bah ouais, je le redis, mais c'est très efficace. Par contre, j'ai pas du tout accroché avec le personnage de Phineas Fogg que je trouve assez insupportable en fait. Il n'a aucune personnalité sinon celle d'être détaché et chiant.
Voilà, je m'en foutais, clairement. Par contre, Passepartout est très chouette. Je te dis, c'est sympa, et même si les situations se résolvent un peu trop simplement, ça me va, je m'en fiche, ça faisait le taf, j'avais des images plein la tête, et ça m'aidait à m'endormir. C'est exactement ce que j'attendais de ce texte. On sent le point de vue du 19e très occidental sur le reste du monde, où on commence vraiment à s'ouvrir avec les nouveaux modes de transport qui permettent du coup d'aller explorer, et donc on a eu un regard sur les peuples. C'est typiquement le regard de l'époque, et parfois j'ai un peu levé les yeux au ciel. Les situations sont un peu cocasses, c'est souvent rigolo. Vraiment, ça fait le taf, et je te dis, la diversité des paysages et des rencontres rend la chose très agréable à écouter. J'ai pas grand chose à te dire de plus que le tour du monde en 80 jours. Je suis contente d'avoir découvert un Jules Verne. Honnêtement, pour les insomnies, je recommande fortement. Vraiment, ça fonctionne. Vraiment, ça occupe très bien le temps et l'esprit, et ça, c'est cool. C'est pas une lecture qui va me marquer, mais je te dis, je suis contente d'avoir découvert du Jules Verne. Et c'est tout du coup en fait. N'hésite pas à me dire si tu as lu certains de ces titres, ce que tu en as pensé. Là moi je suis en plein dans la première partie du livre des radieux des archives de Rochard de Brandon Sanderson. J'adore la bagarre, c'est génial. Qu'est-ce que tu lis, toi? C'était ça, le propos, en fait, de pourquoi je te racontais ma life. C'était pour savoir qu'est-ce que toi tu lisais en ce moment. Et puis voilà, hein, si tu veux un peu m'aider avec l'algorithme, n'hésite pas à me commenter juste des petits emojis si t'es encore là et que tu as la flemme d'écrire un commentaire. Mais moi, genre des petits soleils ou des trucs jaunes. Enfin, essayons d'attirer le soleil, en fait, parce que là, j'en peux plus. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi.